Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et bonjour et bienvenue à toutes et tous. Ravi d'être avec vous sur Sud Radio. Alors, cher Frédéric Brindel, en pleine forme. Bonjour Judith Belair, l'émission sera chaude comme la météo et l'étape sur le Tour de France. Donc oui, je suis en pleine forme. Ah, il est content. Tous les jours de 17h à 19h, vous avez rendez-vous sur Sud Radio avec nos experts des vraies voix de l'été. Le Parlons Vrai, c'est votre plateforme d'expression libre et nous, on est content d'être avec vous. Vous faites entendre votre voix sur Sud Radio, bien évidemment. C'est beau ça c'est beau. Moi je l'aime bien ça. Vous aimez bien mes petites phrases, hein. Le programme des débats des vraies voix ce soir, Judith. Oui, le grand débat à 17h30, la toute nouvelle prison de haute sécurité de Vendin-le-Veil dans le Pas-de-Calais ouvrira ses portes aux premiers détenus dès le 31 juillet. Gérald Darmanin, ministre de la Justice, entend ainsi faire face à un enjeu crucial, neutraliser les narcotrafiquants les plus redoutés du pays. Dans un contexte de recrudescence des violences liées au trafic de stupéfiants, ce centre pénitentiaire entend couper court à l'influence de ces réseaux en incarcérant dans des conditions de sécurité maximale jusqu'à 100 profils à haut risque. Cette mesure s'inscrit dans une politique plus large de l'exécutif pour enrayer les logiques criminelles en réduisant à néant les communications avec l'extérieur et en sécurisant au maximum les transferts et détentions pour éviter toute tentative d'évasion ou de représailles. Privés de portable, de rencontres directes, de moyens de pression, les chefs de la drogue perdraient leur influence sur des réseaux mafieux qui, par voie de conséquence, s'essouffleraient. Nous entrons dans une nouvelle ère du monde carcéral à la française. Aussi, nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. Les prisons haute sécurité sont-elles efficaces pour lutter contre le narcotrafic? Alors vous votez puis vous nous appelez évidemment au 0826 300 300 et puis notre coup de projecteur à 18h40. On ne gaspille pas l'argent des Français, a martelé ce matin le ministre de l'économie. Dans le même temps, une proposition de la ministre du Travail fait débat, autoriser les salariés à monétiser leur 5e semaine de congés payés dans l'optique de rallonger le temps de travail. Une piste en droite ligne avec les propos de François Bayrou qui selon qui la France ne produit pas et ne travaille pas assez. L'idée est tendre le mécanisme déjà en place pour le rachat des RTT à un pilier emblématique du droit social français. Mais la mesure fait polémique. Pour certains, elle reviendrait à troquer du repos contre un peu de pouvoir d'achat dans un contexte économique déjà tendu. La CFDT dénonce une atteinte frontale au droit au congé et sa secrétaire générale Marie-Lise Léon évoque sans détour le musée des horreurs. Ah, j'ai peur. 72% des Français pensent que le projet budgétaire de François Bayrou ne répartit pas équitablement les efforts, selon une enquête menée par le Figaro. Certes, les critiques affluent, mais qui est le moins pénalisé, sous-entendu le plus favorisé? Nous vous posons la question, qu'en pensez-vous sur le compte X de Sud Radio? François Bayrou propose-t-il un budget 1 de gauche, 2 centriste, 3 de droite, 4 non identifiés? Ça, on l'aime bien, celle-là. Comme les ovnis. Voilà. Évidemment, vous donnez votre avis sur le compte X de Sud Radio et puis vous appelez le 0826 300 300. La charmante Aude vous attend, évidemment. Et puis nos éditorialistes du jour, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio. Nous sommes avec Sébastien Ménard, qui n'est pas à sa première sur ce plateau. Oh ben, c'est un ancien d'ailleurs, voilà. il est arrivé, il s'est fâché contre moi. Ah d'accord, Ouais, et ben ouais. voilà, on saura tout à l'antenne, ce qui se passe en antenne. Alors Sébastien Ménard, vous êtes entrepreneur dans la food tech et patron de Presslib, bienvenue. Bien, merci de m'accueillir, merci. Avec plaisir. Merci, Merci, fâché ou pas? Merci Madame Judith Belair. J'ai oublié de lui répondre ce matin. Mais tout va bien. Bon, On ça va. respire, on respire. Alors je vous présente Emmanuel Abramovitch, secrétaire général du BNCV. 3, BNVCA. Bah oui, voilà, c'est simple. En fait, c'est le bureau de vigilance contre l'antisémitisme. Absolument. Voilà. Et puis, vous êtes le président de l'association Ben Gourion aussi, entre autres. Emmanuel Abramovitch, vous n'êtes pas parmi les plus anciens, mais vous devenez un habitué. Et on s'est habitué à vous. Et Et à votre vraie voix aussi, hein, on Oui. peut le dire. Et j'adore ça, je me sens très bien chez vous parce que vous avez une ligne éditoriale qui permet à tout un chacun de dire ce qu'il le pense et c'est tellement important dans cette période où les médias mainstream exercent une espèce de dictature on vous laisse à peine l'antenne, hein, on live. revient tout à l'heure. Il a un petit côté dans sa voix, enfin un petit côté François Bayrou. Je sais pas si vous avez remarqué. je sais je pas le si prends c'est très un mal. Ça compliment. commence très mal, oui. Il est comme ça, Sébastien Voilà. Ménard. C'est-à-dire, comme ça, il dit, mais bing. Ça va failliter. Voilà. Bon, vous savez qu'on a un auditeur qui attend quand même. Oui. Hein, 0826 300 300. Bruno nous appelle de Béziers. Bonjour Bruno. Bonjour Luc, bonjour Frédéric, bonjour à tous. Bonjour Bruno. Vous êtes prêt à passer cette émission complète avec nous, Bruno? Oui, je suis prêt. Bon. Et juste, votre travail, Bruno, c'est quoi exactement? Je suis surveillant pénitentiaire. Vous êtes, ouais. Donc tout à l'heure, dans notre débat, Ouais. vous allez Vous allez plutôt pouvoir prendre la témoigner, parole. ouais. Je pense que c'est vous qui allez mener le débat d'ailleurs. On sera aussi avec un grand policier, dont Abdoulaye que vous Kanté, connaissez, oui, voilà. une vraie voix aussi. Voilà. Alors Bruno, vous voulez faire un coup de gueule sur les logements trop grands. Dites-nous en plus.
Oui, enfin c'est pas trop un coup de gueule sur les logements trop grands, surtout l'étude de l'INSEE qui analyse nos habitations pour savoir si elles sont proportionnelles à nos besoins. Donc là, on se dirige de plus en plus, me semble-t-il, vers la fin de la propriété privée, parce qu'il paraît que certains logements seraient sous-occupés avec des pièces en trop. Alors je me demande sur quels critères ils se basent pour définir ça. Et aujourd'hui, on voit que si on veut mettre un poulailler de plus de 5 mètres carrés, on est taxé. Si on veut mettre un abri de jardin, on est taxé. Si on veut mettre une serre, on est taxé. Une piscine aussi, ouais. Oh bah alors la piscine. Surtout la piscine. Surtout la piscine. Donc, on vous explique que le terrain il est à vous, mais dès que vous mettez un coup de pioche, en fait, c'est plus à vous. C'est ça le principe. Alors, allez-y Bruno. Non, mais en fait, moi, je me demande pourquoi est-ce que quelqu'un qui a réussi dans sa vie, qui veut un logement décent, correct, cossu pour lui et sa famille et ses enfants, pourquoi est-ce qu'il devrait vivre dans le même logement que celui qui veut SMIC? On est d'accord. Alors, selon l'INSEE, en 2022, il y avait 2,1 millions de personnes seules et 3,6 millions de couples sans enfants qui vivaient dans un logement d'au moins 5 pièces. J'ai envie de dire, ils font ce qu'ils veulent, les gens, quand même. Sébastien Ménard, si vous êtes seul dans un grand appartement, vous pouvez recevoir après vos petits-enfants et tout ça quand les enfants auront grandi, bien sûr. Et la Ils sont problématique, jeunes, là. c'est que quand on a quand on vit une période de crise économique, de tension foncière aussi, parce qu'il y a une crise du logement en France, bah finalement, on en vient à redécouvrir le communisme. Et c'est ce qu'on propose. Non, mais c'est vrai. C'est Monsieur Brindel d'ailleurs. Je savais qu'il était en Non, forme. mais Alors, Emmanuel Abramovitch, on est en ère communiste de retour? On n'en est pas très loin. Montant vert, mais concernant l'habitat, effectivement, que quelqu'un qui a travaillé et qui s'insère dans une société qui se souvient de la méritocratie habite un grand appartement, une grande maison qu'il s'est offert par le fruit de son travail, je n'y vois Tant personnellement aucun problème, au contraire. Par contre, là où effectivement il y a des passe-droits qui sont inadmissibles, c'est dans l'habitat social. Évidemment. Où il y a effectivement de suroccupation de surface qui dépasse le nombre de personnes, et là on est à la limite de l'abus de pouvoir. Parce que c'est plus de la propriété privée. Oui, mais eu égard ce qui était évoqué, c'est-à-dire la difficulté financière, il y a de plus en plus de Français qui sont condamnés entre guillemets à l'habitat social, et là il y a quelques injustices qui ne devraient pas se dérouler. Allez Bruno, vous restez avec nous, merci pour ce sujet fort intéressant. Et puis comme l'a dit Frédéric, comme on parle des prisons, des narcotrafiquants à 17h30, vu que vous êtes gardien de prison, vous allez pouvoir témoigner. Pour l'instant, chères auditrices, chers auditeurs, vous savez, la parole est à vous sur Sud Radio. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Et puis dans un instant, c'est les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. Et puis évidemment, à un moment donné, l'arrivée du Tour de France, mais on ne sait pas trop quand. Oh, je pense que d'ici une petite vingtaine de minutes, enfin une grosse vingtaine de minutes. Voilà. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et à 17h16 sur Sud Radio dans les vraies voix de l'été, ce sont les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. Les Vraies Voix Sud Radio. Bonjour Félix. Bonjour Judith, bonsoir tout le monde. Vos 3 mots du jour, démocratie, église et chevalier. Le Royaume-Uni va instaurer le droit de vote dès 16 ans, annonce du gouvernement travailliste aujourd'hui parmi toute une série de mesures pour réformer la démocratie britannique. La diplomatie française parle d'une frappe inadmissible après le bombardement d'une église catholique à Gaza. Hasard du calendrier, cette tension avec Israël intervient alors que la justice française libère aujourd'hui Georges Ibrahim Abdallah, condamné à la perpétuité en 87 pour complicité d'assassinat de diplomates américains et israéliens. Et puis un grand retour dès la rentrée, celui des Chevaliers du Fiel sur Sud Radio. On est comme des saumons, on remonte à la maison. Ils l'ont annoncé à l'antenne depuis le festival d'Avignon ce matin. On va les retrouver du lundi au vendredi de 17h à 18h, juste avant les vraies voix à partir de septembre. Les Vraies Voix Sud Radio. Le droit de vote dès 16 ans, on en parle de temps en temps. Eh bien, le Royaume-Uni va le faire, annonce du gouvernement travailliste parmi toute une série de mesures pour réformer la démocratie britannique. Un plan détaillé à la Chambre des communes par Rushanara Ali, sous-secrétaire parlementaire chargé du logement, des communautés et des collectivités locales. The strategy we have published today will set out how we will legislate
La stratégie que nous avons publiée aujourd'hui définit la manière dont nous allons légiférer et mettre en œuvre des dispositions visant à étendre le droit de vote aux jeunes de 16 et de 17 ans, à accroître aussi la participation à nos élections en remédiant aux incohérences dans les règles relatives à l'identification des électeurs, ainsi qu'à protéger notre démocratie en réformant nos règles de financement politique. Voilà toute une série de mesures, dont celle-ci emblématique, qui ne manquera pas de faire parler, le droit de vote bientôt à 16 ans au Royaume-Uni. Ça pourrait bien relancer le débat en France. Le droit de vote à 16 ans, tiens. Sébastien Ménard, vous y êtes opposé ou vous êtes pour ? Absolument pas pour. Oui, c'est un peu jeune quand même. Parce que j'ai un ado de 17 ans et demi à la maison et j'ai le sentiment que parfois il a 12 ou 13 ans, donc non. Enfin, aux prochaines municipales, il votera. Mais il a le droit évidemment de voter, mais 18 ans, je trouve que c'est un minimum qui me paraît... Ça devrait être presque 21, non, c'est ça ? Oui, j'aime bien cette idée, 21 ans, c'est pas mal. Ouais. Et en même temps, ça peut concerner les jeunes aussi, Emmanuel Abramovitch. Ce serait cohérent si l'école publique reprenait et remettait à l'honneur l'éducation civique pour apprendre aux jeunes citoyens ce que c'est que la France, ce que c'est une république, une administration qui fonctionne, ce que c'est servir son pays, que ce soit par l'expérience privée ou pas. Ce serait cohérent. En termes d'évolution des mentalités, on pourrait penser que le jeune de 16 ans est à même de voter, eu égard les bêtises qu'il est capable de faire. Ou pas. On peut le voir dans l'autre sens. Puisqu'il fait des bêtises, c'est mieux qu'il ne vote pas. Oui. On a envie de dire qu'il y a une ébauche de moralité, d'ouverture d'esprit qui tendrait vers le oui pour le vote à partir de 16 ans. Et quand on voit les comportements des jeunes dans le fantasme, en fait, c'est ça que voilà, vous voulez dire. Absolument. Oui, voilà. Alors que quand on voit concrètement sur le terrain en termes de violence, de respect, d'ambiance dans les stades, on a envie de dire non. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Wesh, il parle beaucoup, lui. Alors, Sébastien, t'as 16 ans. Sébastien Ménard, vous faites bien le jeune. Il a une casquette. Exactement. Il y a une casquette, c'est vrai. T'es gênant, Sébastien. Allez, deuxième mot, la France condamne un bombardement qu'elle juge inadmissible à Gaza. Bombardement de l'église catholique de la Sainte Famille à Gaza, édifice placé sous la protection historique de la France, souligne sur X le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, qui met en avant des vieux accords qui datent de l'Empire ottoman. La frappe, en tout cas, a fait 2 morts. J'ai exprimé au patriarche latin de Jérusalem l'émotion, la solidarité de notre pays. Ces attaques sont intolérables. Il est temps que le carnage à Gaza cesse, écrit même Jean-Noël Barrot. De son côté, en tout cas, Israël affirme ne jamais cibler de sites religieux dans la bande de Gaza. Le gouvernement israélien annonce que les circonstances dans lesquelles cette église a été endommagée restent en cours d'examen. Emmanuel Abramovitch, le gouvernement israélien, il a aussi dit qu'il ne l'avait pas fait ce matin. Je le dis comme ça. Mais ils ont dit on ne bombarde pas les sites religieux, ce n'est pas nous. Alors, je ne suis pas un ardent défenseur quoi qu'il se fasse en Israël, mais nous savons que ce n'est ni dans les habitudes de Tsahal de bombarder les civils et ou les sites religieux. Ils ne l'ont fait ni en Syrie, ni au Liban, ni à Gaza. Je voudrais simplement rappeler, pour que les choses soient clairement dites, que ceux qui massacrent, qui mettent en dehors de la société, au banc de la société, les homosexuels, les LGBT, c'est le Hamas depuis toujours. D'ailleurs, s'il y avait un chrétien, que les catholiques, les chrétiens, et s'il y avait un chrétien sérieux dans la salle, il serait capable de nous dire le nombre de chrétiens qui restent aujourd'hui à Gaza par rapport à celui qu'il y avait il y a 15 ou 20 ans. Sébastien Ménard. Ouais, le risque, c'est de monter les communautés religieuses les unes contre les autres encore plus. Elles sont déjà polarisées, les communautés religieuses. Et j'ai envie de dire que même si effectivement il est difficilement tolérable, il est difficile pour nous de tolérer ce qui se passe à Gaza, il n'en demeure pas moins qu'on peut évidemment pas soupçonner Israël de bombarder sciemment à la fois des hôpitaux, à la fois même si je dirais que j'espère qu'en tout cas qu'autour de cette table on n'a que des gens qui souhaitent la paix et le retour à la normale dans cette partie du monde qui est dévastée, qui est sinistrée, qui a été atomisée par la folie humaine. Rapidement, Emmanuel. Rapidement, la guerre s'arrête demain à partir du moment où les otages sont libérés. N'oubliez pas, vous qui nous écoutez, qu'il y a encore une 50aine d'otages dont la depuis moitié plus de sont 2 décédés ans a priori. dans des tunnels. C'est affreux. Bon.
Allez, troisième mot. Ah bah non, c'est pas le troisième mot. On en vient c'est un rapport d'ailleurs. Oui, voilà, c'est un rapport. La libération d'un des plus anciens détenus en France, Félix. Oui, après plus de 40 ans dans les prisons françaises, la Cour d'appel de Paris a ordonné ce matin la remise en liberté du Libanais Georges Ibrahim Abdallah. Il avait été condamné en 1987 pour complicité d'assassinat de diplomates américains et israéliens. Il n'a d'ailleurs jamais émis de regret depuis libération à partir du 25 juillet, sous condition de quitter le territoire national et de ne plus y paraître. Les États-Unis, qui sont partie civile, s'étaient toujours opposés vigoureusement à chacune des demandes de libération déposées ces dernières années par ce militant communiste et pro-palestinien. Donc il était incarcéré à Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées. Ouais, Sébastien Ménard qui paye sa dette, etc., ou pas? Il y a un mauvais symbole. Non, mais il y a évidemment un mauvais symbole. Il y a évidemment une mauvaise interprétation et la bataille de l'interprétation, en tout cas pour les légalistes que je suis, nous la perdrons. Évidemment, la loi, le législateur prévoit ce type de libération qui peuvent parfois intervenir beaucoup plus tôt, mais en l'occurrence, si le législateur c'était moi, a priori ce monsieur finirait sa vie en prison, oui. Qui a demandé, qui a fait pression, exiger du gouvernement, l'extrême gauche, voilà, que les choses soient claires. C'est-à-dire que le message politique est dramatique pour les victimes. En termes d'exemple, c'est phénoménal. C'est-à-dire que vous pouvez tuer des diplomates, intervenir comme vous le voulez, vous serez libéré. Entre-temps, il est devenu un saint pour tous les palestinistes français. Il a été une courroie de transmission des humeurs, une motivation pour les manifestations qui ont appelé, incité à la haine depuis des années et des années. Et finalement, on fait un cadeau à ces organisations là, je trouve ça scandaleux. Pas de regret, pas de pardon, pas d'amnistie, pas de libération. Et les vraies voix de Sud Radio. Allez, troisième mot, Chevalier, avec un grand retour à partir de septembre sur Sud Radio. Les Chevaliers du Fiel reviennent au bercail, c'est-à-dire, oui, c'est effectivement sur Sud Radio à partir de septembre à 17h, avant les vraies voix qui démarreront donc un peu plus tard à 18h. On entendra le fameux duo également dans le Grand Matin Sud Radio de Patrick Roger, une annonce surprise en direct à l'antenne ce matin depuis le Festival d'Avignon. On va faire notre retour sur la grille de Sud Radio. Mais non. À partir du mois de septembre. C'est-à-dire, ça s'applaudit. Le retour des Chevaliers du Fiel sur Sud Radio. Ouais. Ça applaudit dans le studio. On est comme des saumons, on remonte à la maison. On a travaillé sur toutes les plus grandes radios, donc on a envie de travailler encore sur une grande radio. C'était pas vraiment prévu parce qu'avec la télé, les spectacles, tout ça, les films, on se disait qu'on avait beaucoup de boulot, mais on résistait pas à une proposition de revenir à Sud Radio. C'est génial parce qu'on parle aux gens dans leur voiture et c'est un côté magique, quoi. Avec nos rubriques, il y a une voyante, il y a un huissier véreux, il y a une rubrique sur Victor Hugo, une autre sur Sacha Guitry. Voilà. Les Chevaliers du Fiel ce matin au Festival d'Avignon au micro de Christophe Meillan. Et tiens, le hasard fait bien les choses puisque à côté d'eux, il y a un certain Patrick Roget qui se trouvait là, le directeur général de Sud Radio. C'est un grand bonheur de revoir les Chevaliers à Sud Radio. Oui. Parce que ils ont déjà fait les grandes heures et ils vont faire de nouveau les grandes heures de Sud Radio parce que c'est une période où on a besoin d'humour. La période est anxiogène, elle est difficile. Ouais. Et eux, ils sont capables de garder leur liberté d'expression avec justement cette joie, cette humeur. Et quand j'ai vu encore le public en fait hier soir debout, et surtout intergénérationnel, quoi. Les Chevaliers, parce que ça fait 30 ans qu'ils sont là. Patrick Roget qui accueillera donc aussi le duo Les Chevaliers du Fiel dans son Grand Matin Sud Radio à partir de la rentrée. J'ai besoin d'humour. On peut changer, besoin d'amour, besoin d'humour. Vous aimez bien les Chevaliers du Fiel, vous, Emmanuel Abramovitch? Je vais continuer de vous parler franchement, vous m'y autorisez? Allez-y. C'est pas vraiment ma tasse de thé. Néanmoins, je suis très sensible au succès et à la façon qu'ils ont de toucher le public, et ça ne me rend pas indifférent. Intergénérationnel, Sébastien Ménard. Humour, message positif. Ils seront beaucoup plus drôles que Félix Mathieu. Vous voulez que je vous fasse des blagues? Allez-y, faites-nous une blague, Félix Mathieu. Vous savez pourquoi les Chinois ne se servent pas de ce doigt? Et là, je montre mon auriculaire. Parce que c'est le vôtre. Parce que c'est le mien. On a raison de faire venir les Chevaliers du Fiel. Allez, dans un instant, le grand débat du jour. La prison de haute sécurité de Vendin-le-Veil ouvrira le 31 juillet pour accueillir les narcotrafiquants les plus dangereux de France. Gérald Darmanin mise sur cet établissement pour briser les réseaux criminels en coupant leur connexion avec l'extérieur avec un dispositif de sécurité renforcé. Cette prison symbolise la réponse de l'État à l'escalade des violences liées au trafic de drogue. Vendin-le-Vieil et Condé-sur-Sarthe deviendront-elles des forteresses imprenables? Les grands
trafiquants de drogue coupés du monde. Les espoirs de démantèlement des mafias commencent par ça. Nous vous posons la question sur le compte X. Les prisons haute sécurité sont-elles efficaces pour lutter contre le narcotrafic? Donnez-nous votre avis. Je vous donne la tendance dans un instant. Et puis vous nous appelez au 0826 300 300. On est avec notre invité qu'on connaît bien dans les vraies voix de Sud Radio, Abdoulaye Kanté, policier et auteur de Policiers enfants de la République, publié aux éditions Fayard. Bonjour Abdoulaye, comment ça va? Oui, bonjour à tous. Bienvenue chez vous, Abdoulaye, parce que ça fait longtemps. Oui. Alors Abdoulaye, question simple, est-ce que ce modèle ultra sécurisé peut réellement, selon vous, enrayer l'organisation du trafic depuis l'intérieur des prisons? Alors, réponse simple, on va dire, ce n'est pas la solution miracle, mais ça peut y contribuer fortement. D'accord. Bon, c'est assez clair. On vous remercie. Oui, mais il sait comment la machine vraie voix fonctionne, notre Abdoulaye Kanté, bien sûr. Merci, cher Abdoulaye. Vous restez avec nous et vous aussi, auditeurs et auditrices de Sud Radio. On revient tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et les vraies voix sont avec nous. Il y en a un qui est en train de se rasseoir et l'autre qui se balade, mais ils sont là. Oui, nous avons le plaisir d'avoir Sébastien Ménard, qui est entrepreneur dans la foodtech et patron de Presse Libre, et puis Emmanuel Abramovitch, secrétaire général du bureau de vigilance contre l'antisémitisme. Ils sont là, tous les deux, vacants à leurs occupations, effectivement, Judith, mais ça y est, ils se sont assis. Le retour. Allez, c'est le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais s'apprête à accueillir ses premiers détenus dès le 31 juillet. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, veut répondre à un défi majeur, isoler les narcotrafiquants les plus dangereux de France. Face à la montée des violences liées au trafic de drogue, ce nouvel établissement vise à renforcer la lutte contre ces réseaux criminels en enfermant jusqu'à 100 trafiquants sous un régime ultra sécurisé. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie gouvernementale ambitieuse pour casser les chaînes du narcotrafic en limitant drastiquement les contacts des détenus avec l'extérieur et en mobilisant des moyens exceptionnels pour prévenir toute évasion ou toute action violente. Le régime carcéral de ces prisons de haute sécurité est basé sur le modèle italien et de ses lois anti-mafia. Totalement étanche pour couper les narco-criminels du monde extérieur, ces établissements instaurent une généralisation de la visioconférence pour éviter les sorties, une fouille systématique après les parloirs et uniquement par hygiaphone, des restrictions pour les téléphones, postes fixes, pas de téléphone portable. De quoi modifier la donne. Nous vous demandons votre avis sur le compte X de Sud Radio. Les prisons haute sécurité sont-elles efficaces pour lutter contre le narcotrafic? Vous dites, pour l'instant, non. À 75%. Et vous pouvez réagir au 0826 300 300 aussi, vous le savez. Nous sommes avec Abdoulaye Kanté, qui est policier et auteur de Policiers enfants de la République, c'est publié aux éditions Fayard. Abdoulaye, nous avons eu nous avons eu un drame là, c'était je crois hier, si je ne m'abuse, à Saint-Bénézet, près de Nîmes. Il y a une victime de 19 ans, il y a un guetteur de Pointe-d'Île qui a été poursuivi par une bandit rivale. On voit toute la vidéo sur les réseaux. Il est d'abord séquestré, ensuite saucissonné, puis abandonné sur la route et il se fait tuer de balles dans la tête et ensuite ils mettent le feu. Il s'est fait brûler. Donc on est vraiment dans des méthodes, on va dire presque de cartel mexicain ou sud-américain. On reconnaît ce genre de pratique maintenant, Abdoulaye Kanté, en France. Oui, on peut dire qu'aujourd'hui que les narcotrafiquants, en fait, ils procèdent maintenant à une augmentation, on va dire, j'ai envie de vous dire, malheureusement, c'est quelque chose de très grave, mais c'est de l'intimidation plus pour essayer d'intimider, en fait, des concurrents, pour leur dire que l'autre terrain nous appartient et on peut faire ce qu'on veut, on peut prendre un des vôtres et lui faire des pires sévices. Donc, quand on voit que, gamin de 19 ans a été partiellement, on va dire, cramé et montre aussi une forme d'intimidation aussi que veulent faire certains narcotrafics. Mais si on doit venir sur le sujet principal, notamment sur la création de ces prisons qui, notamment une doit voir le jour le 31 juillet, qui a été conçue par le ministre Darmanin. Donc attendons de voir. Mais encore une fois, ce ne sera pas la solution miracle parce que il y aura plusieurs leviers à lutter contre ces plusieurs leviers, notamment la corruption, notamment pour essayer d'avoir un renseignement qui soit très efficient et aussi la coopération internationale parce que c'est toute une chaîne en fait, on va dire, à essayer de lutter contre. On voit que évidemment le pouvoir de l'argent, notamment des narcotrafiquants, est très 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 fort. Il va falloir former des agents notamment sur ces thématiques-là, notamment en milieu carcéral, pour pouvoir éviter qu'ils soient tentés par notamment ces personnes qui sont très puissantes au niveau financier et aussi au niveau de l'étanchéité, c'est-à-dire que vraiment
sans évidemment atteindre entre guillemets leur liberté, de pouvoir faire en sorte qu'ils soient coupés totalement de complices ou de pouvoir donner des instructions de l'extérieur. On l'a vu il y a quelque temps à Marseille où un gamin de 14 ans a été commandé par un narcotrafiquant de sa prison pour aller faire un contrat et malheureusement a tué un chauffeur Uber. Et c'est vrai il y avait 9 portables dans la cellule de Mohamed Amra aussi. Exactement. Donc tout cela en fait va falloir pour essayer d'étancher, vraiment faire en sorte que qu'il y ait des agents pénitentiaires formés, spécialisés notamment dans ce genre de prison. Abdoulaye Kanté, donc on va dans un instant donner la parole au 0826 300 300 à Bruno, notre auditeur fil rouge, qui se trouve être gardien de prison. Avant quand même, nos deux vraies voix, d'un côté Sébastien Ménard, de l'autre Emmanuel Abramovitch. Sébastien Ménard, on entend les procédés, les fonctionnements sont à la mexicaine. Ça veut dire qu'il faut qu'on change notre manière de gérer le monde carcéral. Il faut qu'on emprisonne à la mexicaine, enfin par exemple à la salvadorienne, puisque c'est l'exemple qui est donné. J'ai envie de dire, c'est le monde carcéral et la manière dont on adresse le monde carcéral, entre autres. Ça démarre dans la rue. C'est aujourd'hui on a besoin d'avoir, on le voit bien dès le moment où on a des forces de l'ordre qui font leur boulot, parfois de manière un peu musclée, et ils sont filmés. Il n'y a pas que les forces de l'ordre qui filment les interpellations. Aujourd'hui, vous voyez n'importe quel officier de police, fonctionnaire de police, gendarme, à sa petite caméra GoPro ou son petit téléphone qui dépasse, etc., pour pouvoir filmer ce qui se passe. Donc, clairement, c'est et pour avoir des preuves, mais pas que. C'est aussi pour se défendre, et c'est souvent le cas, pour se défendre en cas de contestation ou de, j'ai envie de dire, manifestation droits de l'hommiste, de gens qui finalement viennent contester l'ordre établi, viennent contester finalement l'état de droit et la capacité à l'ordre établi, à l'état de droit, de faire respecter nos lois. Donc oui, aujourd'hui on voit le monde qui sent sauvage. Effectivement, quand on regarde les vidéos, elles sont effrayantes. On a l'impression d'être dans Scarface, on a l'impression d'être dans Hit. Enfin, c'est la vraie vie, et c'est la France. Et souvent, celles et donc, il ne faudra pas hésiter pour les forces de police à réagir plus violemment. Mais attendez, on a besoin, quand on voit qu'aujourd'hui, dans le milieu carcéral, vous avez des fonctionnaires qui ne sont pas armés, qui ne peuvent pas se défendre. On assiste à des évasions extrêmement spectaculaires à des péages, parce que les convois n'étaient pas sécurisés, n'étaient pas policiers, n'étaient pas militarisés. Enfin, on marche complètement sur la tête. On voit que notre société sent sauvage. On voit que finalement, ce monde est devenu un monde ultra violent, et quelque part où c'est même pas la loi du plus fort, c'est la loi des barbares qui s'impose à nous. Et nous, on en est là en train de dire finalement le flic il aurait pas dû faire ceci, il aurait pas dû faire cela, il aurait pas. Mais on marche sur la tête. Alors, donc effectivement, faut être beaucoup plus sévère, faut être beaucoup plus dur et être moins laxiste et moins permissif. Avant de vous donner la parole, Emmanuel, on va prendre Bruno, notre auditeur au téléphone. Bruno, je voudrais pour vous lancer parler de la dernière grosse évasion qui a eu le 11 juillet là. Où il y a un détenu en fait qui s'est hissé dans un sac de linge appartenant à un co-détenu qui a profité de la levée d'écrou de ce dernier pour s'échapper. C'est une évasion qui a été remarquée quand même 24 heures plus tard. Donc on se dit qu'il y a quand même vraiment un problème en général, Bruno. Oui, là, ça relève du sketch. Au début, je croyais que c'était une blague du 1er avril, vous voyez. Ça fait drôle, c'est même drôle à raconter. Là, je suis à Lyon-Corba, moi je suis à Béziers, donc je connais pas la structure de l'établissement. Il y a des grosses failles. Je pense qu'il n'y en a pas eu qu'une, il y en a eu plusieurs de failles. Et là, il va falloir que l'enquête détermine, parce que les collègues qui ont laissé passer ça, même s'ils sont de bonne foi, on a un policier avec nous qui pourra nous le dire, mais je pense qu'ils peuvent même aller jusqu'à la complicité d'évasion. Ah oui, à ce point-là, d'accord. C'est un peu open bar en ce moment dans les prisons pour tout ce qui est moyens de communication. Et pas que d'ailleurs. Oui, non, mais ils ont tous des téléphones portables. Faut pas se leurrer. Mais moi, je peux vous donner l'exemple. Par contre, là, je connais très bien Béziers. Il y a 2 ans, les bâtiments sont en forme de V. Au milieu, il y a le bureau des surveillants. Et on était 2 surveillants pour faire le côté gauche et pour faire le côté droit. Donc, il y avait à peu près 50 détenus par coursive. Donc, on était 2 surveillants pour faire une 50aine de détenus. Aujourd'hui, ils sont 60-65 par coursive, mais on est seul à l'étage. Donc, ce qui fait qu'on est passé en 2 ans de devoir gérer 50 détenus à devoir en gérer 120, 130. Donc, vous pouvez pas faire de fouilles. C'est pas possible. Pour faire une fouille, il faut mobiliser beaucoup d'agents. On peut pas rentrer tout seul dans une cellule de 3 et regarder s'ils ont du shit, s'ils ont des téléphones. On le sait qu'ils ont des téléphones. On le sait qu'il y a des téléphones. Mais comment vous voulez faire?
Alors, ce qu'on entend, Emmanuel Abramovich, dans la bouche de Bruno, c'est qu'il y a évidemment un énorme problème de moyens, comme il y a dans beaucoup d'endroits en France, mais tout particulièrement dans le système carcéral. Alors il y a un terrible problème de moyens, mais notre auditeur qui sert la surveillance pénitentiaire, et je le félicite, ainsi que tous ses collègues pour le travail très courageux, et je voudrais attirer l'attention sur votre exposition physique à vous, oui, c'est ça. Dehors parce de la prison. Il peut faire la fouille, mais il faut quand même être armé. Nous savons qu'il y a grand nombre d'évasions qui ont été organisées grâce à des concours extérieurs d'avocats ou de familles. Est-ce que là, le câble est coupé, oui ou non? Et ensuite, j'en reviens à vous. Comment êtes-vous protégé? Comment êtes-vous protégé des menaces dans la prison et sur les membres de vos familles à l'extérieur? Ça ne sert à rien de dire que ça n'existe pas, de ne pas en parler. Nous savons que c'est un phénomène qui vous touche. Vous avez une certaine pudeur, mais permettez-moi de vous poser la question. Allez-y, Bruno. Comment vous sentez-vous équipé aujourd'hui pour répondre à ces menaces? Non, mais on n'a pas d'équipement. De toute façon, on peut pas être armé sur une coursive parce que même si on avait une arme, forcément, à un moment ou à un autre, elle pourrait se retourner contre nous. Parce que quand vous êtes seul avec un étage de 130 détenus, vous comprenez bien que vous pouvez pas être armé parce qu'une arme se retournerait contre vous. Même une matraque, vous pouvez pas l'avoir parce que on fait normalement ce qu'on appelle un sondage barreau. C'est-à-dire que tous les après-midi, on passe avec une tige en ferraille pour taper sur les barreaux pour voir si les barreaux n'ont pas été sciés. Et il y a quelques années, le surveillant qui faisait ça tout seul, il a été pris en partie par 2 ou 3 détenus et ils l'ont tué à coups de barre de fer. Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais. Donc effectivement, après les détenus, bon, au niveau de la corruption, parce que je sous-entends que c'est de ça aussi vous avez parlé, les détenus, bon, ils savent à qui ils ont affaire. Ils savent à qui ils proposent de l'argent contre de la drogue, contre de l'alcool, contre les téléphones. Ça, là-dessus, moi, personnellement, une fois, on m'a demandé, voilà, mais ça a été une fois en 16 ans de carrière. Voilà. Oui, parce qu'ils savent que par contre, c'est vrai que au niveau des violences, quand vous êtes seul, encore une fois, ou quand il y a des collègues, qu'on fait des promenades, bon, il y a toujours 1 ou 2 collègues qui viennent vous aider, mais quand vous sortez 50, 60 détenus en promenade et que vous êtes 2 ou 3, il est bien évident que le nombre parle pour eux. Alors bon, tout cela est très intéressant. Ça, on est sur la vie carcérale. Je voudrais quand même qu'on ressollicite Abdoulaye Kanté, qui est notre grand observateur dans ce débat. Abdoulaye, est-ce que quand même ces prisons de haute sécurité permettent en amont de favoriser l'efficacité du travail des policiers? Donc la finalité, on le rappelle, c'est la lutte contre le narcotrafic. Ouais, comme je l'ai dit juste en teasing, c'était pas la solution miracle, mais par contre ça peut permettre grandement à pouvoir lutter efficacement contre ces narcotrafiquants qui ont encore une fois un pouvoir extérieur qui est assez très compliqué à gérer. Donc si on peut vraiment les isoler, et quand je dis les isoler réellement, ces prisons on va dire de haute sécurité qui évidemment manquaient on va dire en France, pourront permettre encore une fois de essayer de lutter, de couper une partie de ce narcotrafic qui pour moi est une pieuvre qui n'arrête pas on va dire comment dire de c'est une hydre, hein, on coupe la tête, il y en a un autre qui repousse aussi, c'est ça le problème. Une pieuvre avec beaucoup de tentacules, donc voilà, il faut couper. Et si on arrive à vraiment les isoler et qu'encore une fois qu'on arrive à mettre vraiment en dehors de la société ces individus qui ont un pouvoir extérieur, moi je pense que ça peut fonctionner. Mais cela veut dire qu'il faut à la fois évidemment des moyens humains, des personnels pénitentiaires formés notamment spécialisés sur des prisons de haute sécurité. Et je pense que oui, effectivement, ça peut fonctionner, mais ce ne sera pas la solution miracle. Oui, bien sûr. Alors, il y a quand même 84 447 détenus pour 62 566 places disponibles dans les prisons depuis le 1er juin 2025. Donc, une surpopulation carcérale quand même de 135%. Donc, effectivement, Abdoulaye, peut-être que de pouvoir déverser, si on peut le dire comme ça, les détenus dans différents établissements et qu'ils soient moins les uns sur les autres, ça peut aussi endiguer aussi un certain phénomène de violence, non ? Oui, je pense aussi qu'il faut pas non plus mélanger, on va dire, quelqu'un qui a volé un vélo avec quelqu'un qui est justement assujetti à vraiment un narcotrafiquant. Donc vraiment bien séparer les individus qui peuvent être un danger vraiment potentiel, notamment pour notre société, et aussi qui peuvent aussi opérer même de leurs cellules à l'extérieur. Donc le but effectivement c'est de les isoler et voilà, on verra de toute façon à l'issue du 31 juillet évidemment comment va se passer ce dispositif. On sait que la plupart des grands narcotrafiquants ne
ce pays seront dans ces prisons-là. Et je pense que oui, toutes les mesures seront prises pour pouvoir vraiment les isoler et faire en sorte que ces personnes ne puissent pas opérer à l'extérieur. Alors, vous restez avec nous tous, puisqu'on est obligé de faire une petite pause. Il y a le Tour de France qui est en train d'arriver. L'œil du Tour de France, c'est parti. Sud Radio fait son Tour de France. Et c'est la 12e étape du Tour de France. C'est parti pour la haute montagne. Une étape terrible aujourd'hui entre Auch et le col de Hautacam. 180 km 600. On va peut-être savoir qui a gagné le Tour de France dès ce soir. Vincent Barthaud, le champion du monde. Tadej Pogačar est en train de tuer la concurrence. Ouais, bah effectivement, Fred, oui, il est à pratiquement 300 mètres de la ligne d'arrivée. C'est la fusée Pogačar. Dès qu'il a accéléré, il a lâché tout le monde, dont son adversaire principal, Vingegaard, qui est pratiquement à 1,20. Alors je sais pas si Pogačar est en train de gagner le Tour, mais c'est sûr que les 9 dernières étapes vont être longues pour les suiveurs. Oui, parce que alors les derniers pointages, 1 minute 50 de retard pour Vingegaard. Ensuite, il y a l'Allemand Florian Lipowitz à 2 minutes 27 et ouais. la sensation, alors il y en a déjà plein, mais celle qui est peut-être la plus importante, c'est Remco Evenepoel, le Belge, qui est à plus de 3 minutes 30, lui qui a connu aujourd'hui une journée horrible. Oui, là, il a été carrément défaillant dans le col l'avant-col de l'arrivée. Là, il a craqué. Il est revenu à un moment dans la petite vallée, mais il a recraqué de nouveau dès que ça s'est élevé. Et on peut dire que Evenepoel, mais on le sentait quand même un petit peu avec Pascal quand on en discutait que ça aurait été difficile pour Evenepoel de faire un podium. Et effectivement, là, il est hors podium. Maintenant, c'est fini. Normalement, devrait être Pogačar, Vingegaard et Florian Lipowitz. Oui, voilà, parce que Florian Lipowitz, l'Allemand, est la surprise. Bon, ça y est, il passe la ligne d'arrivée. Victoire donc de Tadej Pogačar, Vincent Barthaud. Exactement. Alors juste très rapidement, signaler belle course quand même de Bruno Armirail qui s'est fait rattraper. Le Français de la G2R, la mondiale, qui s'est fait rattraper au dernier col. Et puis quant au petit Vauclin, il a perdu un petit peu de temps. Il est actuellement avec Evenepoel, mais un peu plus de 3 minutes 30 de Pogačar. Voilà, il vise encore un top 10 et plus de 2 minutes d'avance pour Pogačar sur Vingegaard. Ce soir, peut-être, le Tour de France est gagné pour le champion du monde devant un spectateur on va dire de renom, puisque Emmanuel Macron était pile sur la ligne et vient d'applaudir. Donc, au passage, Tadej Pogačar. Bravo. Ça, c'est sympa. Ouais, allez, bravo. on continue le grand débat du jour maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Judith Belair, Frédéric Brindel. Et on vous rappelle nos vraies voix, Sébastien Ménard et Emmanuel Abramovitch. On est toujours aussi avec Abdoulaye Kanté. Je crois que Sébastien Ménard, vous aviez envie d'intervenir sur ce qui se disait. Ouais, donc on rappelle la question sur les prisons de haute sécurité. On fait chacun une petite conclusion, puisque ça nous a permis de faire une respiration. Conclusion, haute sécurité, c'est un chemin pour enrayer le narcotrafic. C'est un chemin pour enrayer les narcotrafics, s'il y en a suffisamment. Première étape, première chose. Donc il faut des établissements de haute sécurité en nombre. Il faut, je dirais, des procédures extraordinaires pour que la vie à l'intérieur de ces établissements, enfin aujourd'hui on est quand même capable de mettre des brouilleurs, on est capable d'organiser des fouilles qui permettent d'éviter et d'empêcher l'introduction de téléphones portables. Et puis après, pourquoi pas faire ce qu'on peut voir dans les services spéciaux, où vous avez du personnel qui est surqualifié, qui est surentraîné, qui est cagoulé. Voilà, pour comme ça évite, je dirais, les représailles, l'intimidation, et il faut qu'à un moment donné, la peur change de camp, très clairement. Et il ne faut pas non plus que le droit des criminels, des avocats défendant les criminels, donnent à ces criminels le droit, par exemple, de ne pas être fouillés. Parce que ça, je trouve que c'est absolument scandaleux, et j'espère que ces règles-là, de contact direct avec les avocats, avec la famille, et relatif à la fouille, par exemple, vont changer dans ce nouvel établissement, parce que ce que construit le ministre de la Justice, ce ne sont pas que des murs, c'est aussi un état d'esprit qui doit tenter de rappeler aux criminels que la République les a à l'œil et se redonne les moyens de les encadrer et de les ramener vers le bon chemin si possible. Abdoulaye Kanté, le mot de la conclusion est pour vous. Oui, écoutez, pour synthétiser ce qui a été dit, je suis vraiment ce qui a été exposé. Oui, effectivement, il faut que ces prisons de haute sécurité soient vraiment le symbole de l'autorité et ne plus laisser place à l'impunité face à ces narcotrafiquants qui peuvent se permettre des choses. Et quand vous êtes dans ces
quartier de haute surveillance, montrer qu'on peut évidemment vous couper du monde et vous montrer que vous pouvez pas opérer à l'extérieur. Donc encore une fois, attendons de voir déjà quand ils seront installés et voir un petit peu les semaines à venir quelles sera, on va dire, les conclusions à en tirer. Eh bien, merci beaucoup Abdoulaye Kanté. Je rappelle que vous êtes policier, Abdoulaye, auteur de Policier enfant de la République, livre que je recommande et qui est publié aux éditions Fayard. Eh bien, dans un instant, on va faire Joujou. C'est le moment préféré de Frédéric Brindel. Oui, avec voilà. le blind test et tout ça. Tout le quiz de l'été, comme vous voulez, pour parler plus français. Donc, restez avec nous, 0826 300 300, si vous voulez jouer aussi. Allez, à tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci pour vos émissions et continuez comme ça parce que vous êtes formidables, tous. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. 17h53, nous sommes toujours avec Sébastien Ménard, qui est entrepreneur dans la foodtech et patron de Presslib. Oui, et puis nous avons aussi le très très brillant Emmanuel Abramowitz. Emmanuel Abramowitz, secrétaire général du BNVCA, Bureau de Vigilance contre l'antisémitisme, et président de l'association Ben Gurion. Oui, qui organise des conférences, des colloques, etc. C'est bien, vous l'avez bien descendu. Vraiment, ouais. Allez, c'est le quiz musical. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et le retour de Bruno. Bruno. Il est là. Bon. Donc sur Sud Radio, vous aurez compris, vous pouvez jouer avec nous et puis comme le fait Bruno. Alors Bruno, un petit rappel des règles, Frédéric. Oui, alors ça c'est mon moment. Ça j'y tiens. C'est important. Au moment de signer le contrat pour cet été, je dois dire le règlement. Vous êtes tous les trois, d'accord? Vous allez entendre un extrait d'une chanson. Vous devez nous donner l'interprète. On est d'accord. Celui qui répond le plus rapidement marque un point. Vu qu'il y a 9 propositions, au nombre de propositions, on aura déjà le vainqueur. Voilà. Vous êtes prêts? Est-ce que comme la dernière fois, il y a quelqu'un qui a priorité quand c'est son tour? Non. C'est fini. Ça. Judith a fait changer le règlement. C'est le premier qui parle qui gagne. Voilà. C'est très logique. Évidemment. Alors vous êtes prêts tous les trois là? Oh que oui. Alors le thème c'est le travail. Je vous ai fait une petite thématique travail. C'est bien avec ce super budget 2026. On est déjà en vacances. Allez, numéro 1. Le travail c'est Henri Salvador. Bruno. Il l'a dit avant. Oui, Henri Salvador. Ouais. C'est Bruno plus rapide. Bruno était très rapide. Là, ça sent le gros match. Bravo Bruno. Attention, la montée d'Otakam. Allez, 2. Julien Clerc. Emmanuel. Il y a du niveau, Sébastien. Allez, on se réveille là. Je suis pas habitué au blind test. Ouais, mais vous êtes un gagneur, Sébastien. C'est pas faux. Et vous n'aimez pas son perdre. micro là, Non. Mais ça va se jouer, vous allez voir. Allez, 3. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas. Oui. On est à 1 partout, messieurs. Quel match. Incroyable. Quel match. 1 partout. Allez, c'est parti. Encore le numéro 4. Les banlieusards. Jacques Dutronc. Et Bruno n'était pas loin. C'est plus drôle quand c'est chez le premier qui gagne. Ah oui. Alors, allez, 5. Donna Summer. Non, c'est Donna Summer. C'est Donna Summer. Emmanuel Abraham. Oui. Ah oui. Mais en fait, il fait que ça de sa vie, ce monsieur. Non, mais mon petit nom, c'est Discoman. Donc, je précise. 3-1-1. Il reste encore suffisamment d'extraits pour rebattre les cartes. Allez, numéro 6. Elle a dit justement, c'est ce que je voudrais savoir. Cabrel. Sébastien, je sais que Bruno vous l'aviez, je vous ai entendu Bruno, mais Sébastien a été un peu trop tard. Ouais, voilà, 3, 2, 1, 0. Attention, c'est parti. Non. Vous dites qui, Bruno? J'aurais dit Ayana Nakamura, mais non, c'est à l'américaine. Rihanna. Oui, Rihanna. Sébastien égalise 3-3. Discoman, il est un peu ringard. Bruno, l'écart est fait. C'est pas moi qui l'ai dit. Bruno, l'écart est fait, mais écoutez bien, il reste encore 2 extraits, Bruno. Attention, ne lui montrez pas les résultats. Mais je montre à personne. Il regarde. Mais non, il regarde pas. Ne montre pas, d'accord. Très bien. Alors, Bruno, c'est encore possible si vous faites un non-stop, un top sur un 100%. Ça, j'y crois pas. Attention. Allez, number 8. De tous les salons. France Gall. Non. Grandes expositions. Souvent imitées, souvent copiées. Jamais c'est. Christophe Willem. Oui,
Sébastien Ménard. Sébastien Ménard. Grosso modo, il en reste une, donc il y aura une égalité si jamais Emmanuel gagne. Hein. Soit Sébastien Ménard gagne, soit Emmanuel égalise, soit Bruno met son petit grain de sel pour l'honneur, mais permet à Sébastien de gagner. Voilà. Parce qu'on est combien? On est comment là? Il en reste un encore. Il y a un pour Bruno, 4 pour Sébastien et 3 pour Emmanuel. Attention, Discoman. Tout se joue là. Allez, la 9. Maman, elle joue pas les starlettes. C'est là-bas des lunettes. Non. De soleil. Non. Vous dites quoi, Bruno? Régnier. Non. Traîner. Non. Traîner, non. Travaille en usine à Créteil. Elle travaille en usine à Créteil, maman verra. Oui, Jean Ferrat. Égalisation d'Emmanuel Abramovich. Un des plus beaux matchs que nous ayons eu. Bravo Bruno, vous avez pesé. Mais égalité la plus totale entre Sébastien Ménard et Emmanuel Abramovich. Merci Bruno d'avoir joué avec nous. Merci à vous. Merci. Et puis 0826 300 300, vous le savez, vous pouvez jouer, nous appeler, passer un coup de gueule, un coup de cœur. Sud Radio, c'est votre radio, parlons vrai. Et puis l'info, elle est en continu sur cette radio qui est votre radio. Donc restez avec nous parce que l'info arrive. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et nous sommes toujours avec nos deux vraies voix du jour, Frédéric Brindel. Sébastien Ménard qui fait son grand retour, c'est un des cadres, hein. On veut dire que c'est une icône des vraies voix. Entrepreneur dans la foodtech et patron de Presse Libre. Hein. Ça a l'air de vous saouler totalement. Non, pas du tout en fait. Moi je suis très content de retrouver Judith Belair, mais Frédéric Brindel a eu du mal à m'inviter. On ne s'aime pas. En fait, on ne s'aime pas avec Sébastien. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on a tout pour s'aimer, mais on ne s'aime pas. Parce qu'en fait, je gagne les blind tests, je gagne tout, c'est normal. Je t'aime moi non plus. Emmanuel Abramovich, c'est avec nous cette belle voix que vous avez entendue là, hein, du bureau de vigilance contre l'antisémitisme. Il est avec nous, c'est un habitué. Alors lui, je l'aime beaucoup, en revanche. Ouais, évidemment. Il a ses prefs, Frédéric Brindel. Allez, 0826 300 300, vous pouvez réagir évidemment. Sud Radio, c'est votre antenne. Il y a Aude au standard. On file le répondeur. Les vraies voix Sud Radio. Salut les équipes de Sud Radio, c'est Hakim de Beaujour. Bon, les restrictions budgétaires que notre cher François nous promet, écoutez, ça va pas être joli pour nous, hein. Donc on a vraiment raison d'entreprendre en France, pour les étrangers comme moi, de payer des impôts depuis plus de 36 ans en France. Vraiment, je vous jure, on a raison, parce que la seule chose qu'ils ont à nous proposer pour soi-disant résorber la dette, c'est ce que propose François Bayrou, année blanche, faire des économies sur le dos des malades. Moi, juste pour une petite anecdote personnelle qui va durer 3 secondes, j'ai eu un accident de bagnole il y a 2 ans. Je me suis fait renverser par une voiture. J'ai payé tous mes soins. J'ai une bonne mutuelle, donc elle a tout pris en charge. Mais c'est la seule fois de ma vie depuis que je suis en France que j'ai eu quelque chose. Voilà. Les services de l'État qui finalement, c'est vrai que on connaît tous des gens qui vont par exemple se faire changer les dents, etc. Alors en Turquie, en Hongrie. Alors les Turcs, c'est beaucoup les cheveux. Ah d'accord. Oui. Vous connaissez le sujet. Oui, mais je les ai pas changés parce que je les ai toujours. Et je vous. Mais c'est vrai que finalement. Parlons vrai sur Sud Radio. Mais c'est vrai que le coût des prestations fait que les gens sans mutuelle mais vont à l'étranger, c'est toujours moins cher. Alors il y a le sujet d'Hakim aussi qui dit qu'il est étranger et qui travaille et qui cotise en France depuis 30 ans et qu'il demande jamais rien, quoi. Alors c'est pas Monsieur Brindel, c'est pas uniquement parce que les praticiens sont moins chers à l'étranger. Notamment, vous citez la Hongrie, qui est le pays de ma femme, que je connais un peu par cœur. Évidemment, les praticiens sont moins chers. Ça ne veut pas dire qu'un praticien hongrois gagne moins bien sa vie qu'un praticien parisien. Peut-être mieux. Mais c'est simplement aussi parce que notamment les délais de cicatrisation sont pas les mêmes. C'est-à-dire que les actes médicaux ne sont pas contrôlés de la même manière. Ça veut pas dire, attention, qu'on a affaire à de mauvais praticiens en Hongrie ou dans différents pays d'Europe. Parce que c'est très solide en plus. Par exemple, quand vous allez faire des implants, ce qui n'a pas été mon cas en Hongrie, en France c'est très compliqué. De dents ou de cheveux? Non, merci. Les deux. Bravo Judith Belair, vous êtes toujours aussi agréable. On passerait au fond
fond du couloir prendre votre chef aussi. Oui, d'accord. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est pas qu'une histoire de main d'œuvre. C'est pas parce que c'est mieux remboursé, c'est moins remboursé, etc. C'est que ça coûte moins cher. Non, on travaille pas de la même manière. Oui, mais c'est de qualité quand même, Sébastien. Vous l'avez dit, vous connaissez la Hongrie. Mais j'ai vu des proches, pour pas dire des gens de ma famille, se faire soigner en Hongrie. Là où effectivement, vous voulez faire des implants dentaires, on va vous suivre pendant 12 à 18 mois. Vous partez 3 semaines en Hongrie, on vous refait une bouche. La cicatrisation n'est pas la même, la douleur et l'acceptation de la douleur c'est pas du tout la même chose. Voilà, il faut aussi prendre ça en considération et ramasser une intervention aussi lourde en 3 semaines coûte évidemment moins cher que si vous l'étalez sur 1 an ou 1 an et demi. Mais je vous défie d'aller vous faire refaire une bouche en Hongrie, ça sera fait impeccablement, mais vous allez déguster pendant 6 ou 8 mois. Très mal. Voilà. Alors pour en revenir un peu à ce que disait notre auditeur Hakim de Seine-Saint-Denis, lui, c'est d'ailleurs une conversation qu'on a commencé à avoir hors antenne. Emmanuel Abramovitch, c'est quand même quelqu'un qui est en France depuis 30 ans, qui cotise et qui a l'impression d'être mis de côté en fait. C'est un peu ça qu'on entend dans sa bouche aussi. Le scandale est là, Judith, parce que finalement, se retrouver sans dents. Merci, monsieur le président de gauche, d'avoir insulté les Français en les traitant de sans dents. Mais il y a des gens qui sont aujourd'hui sans dents et qui ont travaillé et qui ont cotisé et qui, par une vie faite d'incidents, de troubles, se retrouvent sans dents. Eh bien, la véritable injustice, elle est là. C'est que ces gens ont participé à financer le système par leur impôt, y compris la médecine. Et quand ils en ont besoin, qu'ils sont au fond du trou, eh bien, comme nous accueillons toute la misère du monde et que nous dégageons des crédits pour toute la misère du monde, je ne parle que de l'AME par exemple, eh bien, ces Français qui ont cotisé il y a 10 ans, 15 ans, eh bien, ils sont exclus de leur propre système. Et je trouve que là, il y a une injustice majeure. Allez, restez avec nous, parce que dans un instant, c'est l'info en plus de Félix Mathieu. Et puis vous le savez, vous pouvez faire comme Hakim de Saint-Denis. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Vous pouvez laisser un message ou parler directement à Aude qui vous attend. C'était super, Hakim. Voilà. Merci encore. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Ah, ça discute hors antenne. L'antenne est revenue pour les vraies voix de l'été de Sud Radio. Il est 18h16 et c'est l'info en plus de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Félix, l'Observatoire syrien des droits de l'homme comptabilise 500 morts après les violences dans le sud de la Syrie. 79 combattants druzes tués, mais aussi 154 civils dans la ville druze de Soueda, dont 83 personnes exécutées sommairement par des membres des ministères de la Défense et de l'Intérieur. Les combats ont également coûté la vie à 243 membres des forces gouvernementales, à 18 combattants bédouins, à 3 membres de tribunes bédouines exécutés sommairement, cette fois par des combattants druzes, selon l'Observatoire. Alors, pour rappel, sur fond de violence entre communautés dans le sud de la Syrie, le gouvernement du nouveau régime syrien a déployé sur place l'armée. Après ça, Israël a frappé hier la région, mais aussi Damas, pour protéger les Druzes et finalement obtenir un cessez-le-feu ainsi qu'un retrait de l'armée syrienne. Situation complexe. Donc pour tenter de comprendre, on est en ligne avec un spécialiste du sujet puisqu'il est géographe, maître de conférence à l'université Lyon 2 et auteur du livre Les leçons de la crise syrienne chez Odile Jacob. Bonsoir Fabrice Balanche. Bonsoir. Merci d'être avec nous bienvenue. dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. D'où viennent ces violences? Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui sont les Druzes, qui leur en veut dans cette Syrie post-El Assad et pourquoi Israël s'érige en défenseur de ces Druzes de Syrie? Oui, alors les Druzes, c'est une communauté chiite hétérodoxe, une religion syncrétique, qui représente à peu près 3% de la population syrienne et dont le fief se trouve être au sud-est de Damas, de cette région montagneuse qu'on appelle le Djebel Druze, qui correspond à la province de Soueda. Ils sont à peu près 300 000, 350 000 dans cette province, à 90% druzes, avec une petite minorité chrétienne. Et une petite minorité aussi d'Arabes sunnites qui sont des Bédouins sédentarisés depuis quelques décennies. Et les relations entre les Druzes et ces Arabes sunnites n'ont jamais été au beau fixe. Toujours eu des conflits de voisinage, des conflits de style de vie. Et là, ces Bédouins sédentarisés se sentent pousser des ailes avec l'arrivée au pouvoir, évidemment, d'un régime sunnite islamiste avec Ahmad el-Shara.
Et c'est les Druzes donc ont réussi en décembre 2024 à protéger leur fief des combats. Ils ont des milices d'autodéfense pour se protéger et ils ne veulent pas tomber sous le contrôle du régime islamiste à Damas. Donc les Bédouins ont été manipulés par le pouvoir de Chara pour créer des incidents et lui donner le prétexte d'intervenir en tant que médiateur, mais en fait pour prendre le contrôle du Djebel Druze, désarmer les milices, voire faire un massacre comme ça a été le cas dans la montagne alaouite en mars dernier où il y a eu plusieurs milliers de morts. Alors Fabrice Balanche, une fois la situation rappelée, et merci parce que c'est très clair et c'est vrai qu'on entend beaucoup parler des Druzes sans trop les connaître. Quelles sont finalement les motivations israéliennes par rapport à cela, hormis le fait de défendre une population qui est en difficulté? Plus qu'en difficulté, oui. En fait, les intérêts stratégiques d'Israël rencontrent cette volonté autonomiste des Druzes syriens. Et en plus, aujourd'hui, c'est renforcé par la solidarité des Druzes israéliens avec leurs homologues syriens. Vous savez qu'en Israël, il y a à peu près 150 000 Druzes, loyaux à l'État hébreu, puisqu'ils font leur service militaire, ils sont dans l'armée. D'ailleurs, le chef des opérations militaires israéliennes en Cisjordanie est un Druze. Et par conséquent, ils sont très préoccupés par le sort de leurs frères, frères de religion, en tout cas en Syrie, qui risquent d'être massacrés. Parce que Israël n'a aucune confiance dans le nouveau pouvoir syrien. C'est un type qui a passé 20 ans avec Al-Qaïda, il a un passé de terroriste, il promet la lune à tout le monde, il a même promis qu'il allait rejoindre les accords d'Abraham, ces accords de normalisation entre Israël et les pays arabes. Là, il en fait un peu trop. Personne ne le croit. Donc les Israéliens savent que la seule manière pour lui imposer un accord de paix véritable, c'est d'avoir des leviers sur lui. C'est de l'empêcher de constituer une Syrie unie sous son autorité dictatoriale, en permettant à différents groupes en Syrie d'avoir une autonomie locale pour justement faire contre-pouvoir par rapport au centre. Et c'est dans ce cadre-là que les Israéliens soutiennent la communauté druze. Ils soutiennent aussi les Kurdes dans le nord-est qui n'ont aucune envie de tomber sur le joug des anciens djihadistes. Alors Emmanuel Abramovitch, est-ce que c'est un gouvernement islamiste radical, dictatorial en Syrie? Oui. Ce gouvernement, arrivé dans la banlieue de la capitale syrienne, a dit « Nous avons atteint une étape, la suivante, c'est Jérusalem. » C'est quand même lui qui l'a déclaré haut et fort et qui ne s'est pas dédit. Je pense qu'effectivement, il est prêt à toutes les manœuvres que l'on appelle taquilla pour rester au pouvoir, implanter son pouvoir. Nous avons vu avec horreur que n'avait pas cessé la répression religieuse stigmatisante, puisque il y a eu aussi des chrétiens qui ont été massacrés dans une église il y a quelques semaines. Donc, il y a un chaudron et pourtant un pouvoir politique qui est en train de s'installer. Donc je trouve très intéressant qu'il y ait de l'autre côté de la frontière une véritable puissance régionale qui a fait ses preuves ces derniers mois et qui prenne position pour défendre les minorités sur un autre territoire que le sien, en ayant un autre intérêt, bien évidemment. Nous ne l'aurons pas. Bien sûr. Mais je trouve que c'est très intéressant comme situation diplomatique et en tout cas très nouveau. Sébastien Ménard, le président Emmanuel Macron avait reçu à l'Élysée le nouveau leader syrien avec une volonté justement de prendre un peu la main aussi, de créer un lien parce que il n'est pas le seul grand leader occidental à l'avoir fait. Vous avez l'Amérique de Donald Trump qui a préféré légitimer le djihadiste. Mais oui, enfin l'Amérique, quand vous avez la première puissance du monde qui applaudit le départ de Bachar al-Assad et qui légitimise, c'est-à-dire donne une légitimité aux yeux du monde politique et une crédibilité politique aux yeux du monde à un ancien djihadiste. Alors c'est peut-être finalement le moins pire.
c'est peut-être le moins pire dénominateur pour permettre à la Syrie de repartir. Mais voilà. Mais donc Macron quelque part a fait pour l'Europe ce que l'Amérique a fait pour le monde entier. Emmanuel Ce que dit Stéphane est bien évidemment exact. Sébastien, pardon. Excuse-moi. Oui, Trump a rencontré ce nouveau président syrien. Néanmoins, il faut se souvenir où. C'est à Jeddah et en présence du roi de l'Arabie Saoudite que Trump veut absolument faire rentrer, et qui va réussir à le faire rentrer dans les accords Pour la arabes. France, c'était à l'Élysée. C'est aussi une façon de dire aux chefs religieux de l'Arabie Saoudite à quel point ils comptent pour l'Occident et pour l'Amérique. Donc c'est pas dénué de sens. Il y a toujours une arrière-pensée politique. Là, en l'occurrence, il s'agissait de montrer à l'Arabie Saoudite que même au Moyen-Orient, la présence américaine peut être un go-between et associer deux régimes a priori antinomiques. Bon, en tout cas, on vous invite tous à lire les leçons de la crise syrienne aux éditions Odile Jacob, écrite par Fabrice Balanche, géographe, qui est avec nous. Fabrice Balanche, une conclusion, c'est un conflit, c'est une tension qui peut être, on va dire, réduite en temps avec l'intervention d'Israël ou pas ? En fait, Israël, tout comme Chara, sur cette affaire, joue leur crédibilité. Netanyahou a promis de protéger les Druzes, donc il ne peut pas reculer, et il va mettre tous les moyens possibles pour les protéger. On l'a vu bombarder Damas dans ce cadre-là. Mais Chara ne peut pas laisser les Druzes avoir une autonomie, parce que ça veut dire que son projet unificateur, son autoritarisme est remis en question. Donc c'est pas simple. Donc c'est pas simple. Les combats continuent. Ce n'est plus l'armée syrienne qui attaque le Jebel Druze aujourd'hui, ce sont des bandes officiellement irrégulières, mais en fait qui sont manipulées par Damas. Donc les combats. Merci Fabrice Balanche. Je rappelle que vous êtes géographe, maître de conférence à l'université Lyon 2. Merci pour ce témoignage. Merci Félix Mathieu pour cette info en plus extrêmement pertinente. C'est Félix en plus, hein. Ça peut marcher ça. Ouais. Pourquoi pas. Bon, et puis on fait un petit tour encore, je crois, du côté du Tour de France, n'est-ce pas? Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et à 18h28, après une bonne petite coupure, on retrouve l'œil du Tour de France. Sud Radio fait son Tour de France en direct. Alors il y en a un qui a fait une grosse coupure, c'est Tadej Pogačar, 12e étape du Tour de France, la première en haute montagne, l'arrivée dans la terrible ascension du col de Hautacam sur les hauteurs d'Argelès-Gazost, et c'est notre consultant Pascal Chanteur qu'on retrouve. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Bon, et Pascal, là, Tadej Pogačar au classement général à 3 minutes 31 secondes d'avance sur Jonas Vingegaard. Il a mis tout le monde très loin. C'est gagné, c'est fini? Non, c'est pas jamais gagné ni jamais fini. On l'a bien vu hier lorsqu'il a chuté à 5 km de l'arrivée. Mais c'est clair qu'il a pris une très grosse option. Il a fait exploser Vingegaard dans la montée de l'Hautacam. C'était prévisible, on voyait bien déjà depuis quelques attaques qu'il pouvait faire que Vingegaard était systématiquement dans la défensive et qu'il était rarement dans une situation optimale physiquement. Donc aujourd'hui il a planté le clou. Alors là où c'est intéressant, Pascal, c'est pour les places d'après. Vingegaard à 3,31, Evenepoel à 4,45 et suivent Lipovitz et Kevin Vauquelin, le Français. Alors ça veut dire que pour les 2e et 3e places, tout reste possible, et pour un Français dans le top 10 aussi. Alors même le podium, moi je vois Vauquelin aujourd'hui, il s'est battu tout au long de la journée, dès le premier col dans le Soulor où il a été décroché, il est revenu, il s'est battu, il s'est accroché dans Hautacam et il est présent. Et on voit bien qu'il est resté au contact d'Evenepoel, donc rien n'est joué. Il peut aussi avoir encore de meilleurs jours dans les prochains, que ça soit dans les Pyrénées ou alors dans les Alpes, qui peuvent lui convenir encore un peu mieux, parce que le col des Alpes est en général bien meilleur pour les rouleurs. Donc Vauquelin est un très bon rouleur, donc ça peut laisser présager de meilleures places encore dans l'avenir. Merci Pascal Chanteur. Tous derrière Kevin Vauquelin, la France a peut-être un nouveau champion. Allez, on croise les jambes, on croise les doigts, on croise tout ce qu'on a.
C'est parti pour le tour de table des vraies voix avec nos vraies voix qu'on vous rappelle quand même, Frédéric. Oui, Sébastien Ménard, entrepreneur dans la foodtech, brillant entrepreneur dans la foodtech et grand patron de Presse Libre, un homme de talent que j'adore particulièrement. N'en faites pas trop quand même. Ah bon, d'accord. Et puis Emmanuel Abramovitch, secrétaire général du Bureau de vigilance contre l'antisémitisme, lui aussi qui a beaucoup d'arguments à faire valoir. Allez, l'actualité des VV, c'est tout de suite. Mais on est chez les fous, là. J'ai une intelligence et un physique très moyen. Ah bon? À table, il y a du sanglier qui vient d'arriver par galère. Mais attendez, on est à la table ronde quand même, on fait pas un barbecue. Le tour de table. Vous aimez le barbecue, hein? Bon, Sébastien Ménard, vous avez un sujet qui fait plaisir, parce que vous allez nous parler du bilan des fêtes de Bayonne. On peut rappeler que c'est votre fief, hein? Moi, je suis plutôt Biarritz. Biarritz. Alors, c'est vrai qu'on est souvent en compétition dans le rugby, mais pas seulement. Alors, c'est vrai qu'on a des fêtes incroyables à Biarritz. On bosse beaucoup avec Madame le maire Maïdera Rostegui pour animer nos soirées, pour animer nos semaines, animer nos week-ends. Enfin bref, on fait beaucoup de choses. Mais franchement Bayonne, et je vais vous dire un truc, j'y vais rarement aux fêtes de Bayonne parce que m'habiller de blanc et rouge, c'est pas mes couleurs, voilà. Mais là, j'y suis allé cette année et j'ai décidé d'y aller et d'y passer 4 jours. Donc 4 jours aux fêtes de Bayonne. Donc les petites sorties avec les enfants le matin, l'arrivée des premiers festers qui déjeunent, et puis évidemment la fête jusqu'à pas d'heure. Vous avez bu? Mais Monsieur Brindel, je vous permets pas. Je vous pose une question. Attendez. Avec modération. Évidemment avec modération. Je ne bois pas beaucoup, mais c'est vrai que j'ai bu. J'ai vu évidemment des festers. Vous avez crié, vous avez gardé votre voix ou pas? Oui, j'ai crié beaucoup, j'ai dansé un peu. J'ai crié. Vous dansez bien. Pour qu'elle revienne. Vous dansez bien. Oui, je fais tout bien. Est-ce que c'est un bilan positif? Oui, 1 100 000 festers. 1 100 000 festers, c'est juste, alors c'est en léger recul de quelques pourcents par rapport à ce qu'on a pu connaître l'année passée. C'est beaucoup, d'aucuns diront que c'est beaucoup trop, mais encore une fois, je voudrais féliciter toutes celles et tous ceux qui s'engagent pour faire vivre ces fêtes populaires, ces fêtes régionales, probablement l'une des fêtes populaires et régionales, je dirais, les plus convoitées, les plus réussies de France. C'est un super moment de concorde, de partage, de bonne humeur. Évidemment, il peut y avoir ici et là quelques problèmes, quelques heures. C'est la première fois depuis 6 ans qu'il n'y a pas eu de procédure criminelle engagée. Hein. Non, parce que vous étiez là. Non, pas que peut-être finalement. C'était quoi? C'était lourd tout à l'heure. Ce que je veux dire, c'est que parce que nous on regarde en fait comme élu local, on regarde toujours la manière dont c'est fait, et c'est vrai qu'on a des centaines de bénévoles. On a la préfecture de police qui a fait un travail exceptionnel, et que toutes les villes, je dis bien toutes les villes de la côte ont joué le jeu. Nous, par exemple, on a ajourné notre feu d'artifice du 14 juillet pour permettre aux forces de l'ordre qui étaient mobilisées jusqu'au 13 juillet de se reposer le 14 juillet. On n'a pas eu de feu d'artifice à Biarritz, et voilà, je le dis à nos auditeurs, c'est aussi et entre autres parce qu'on a été solidaires de la réussite et du succès des fêtes de Bayonne. Bravo aux Bayonnais. Ce que vous n'êtes pas, puisqu'on ne vous a pas bayonné, puisque vous avez pu le dire. Je suis un Biarro libre. Voilà. Ok. Emmanuel Abramovitch, en quelques mots, parce qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est que vous allez faire une ouverture pour notre sujet de 18h40, parce que vous voulez parler des mesures budgétaires de François Bayrou. Et notre question qu'on vous pose sur les réseaux, c'est: François Bayrou propose-t-il un budget, selon vous, de gauche, centriste, de droite, non identifié? N'hésitez pas à voter. Alors, on vous écoute, Emmanuel. Alors, effectivement, sans dévoiler l'intégralité du sujet qui sera ouvert tout à l'heure, je voudrais poser quelques questions autour du budget. Par exemple, pourquoi les mesures d'économie budgétaire sont-elles si timides? Où nous mène cette timidité? Quelle situation économique pour le prochain gouvernement et pour nos enfants? Et enfin, les conséquences du poids de la dette sur le coût du travail. Et là, nous nous rendons compte qu'il y a des questions qui restent posées, des stratégies qui ne sont pas suivies, une incapacité à casser le parcours de la dette qui continue d'enfler. Et j'en arrive à cette question terrible. Y a-t-il un intérêt à endetter la France? Parce que nous sommes dans un cycle qui nous distingue de nos pays européens voisins, notamment dans notre sortie du Covid, par exemple, ou peut-être que nous sommes allés plus loin que les autres, mais nous n'avons jamais remonté la pente ni à moitié ni aux 3/4, que depuis se sont cumulés d'autres nouveaux déficits
déficit et que finalement nous allons, si la trajectoire est maintenue, vers un premier poste de dépenses publiques qui serait celui du service de la dette, autrement dit des intérêts de la dette. Imaginez, mesdames, messieurs qui nous écoutaient, ce que en 2027 est prévu, 80 milliards d'euros de remboursement d'intérêts. Que pourrait-on faire pour que le pays aille mieux et que les Français aillent mieux avec 80 milliards de dollars? On va se poser la question. On va en parler dans un instant, puisque le coup de projecteur arrive. Le gouvernement envisage d'autoriser la monétisation de la 5e semaine de congés payés dans le but d'augmenter le temps de travail en France, une mesure défendue par Astrid Panosyan-Bouvet dans la continuité de François Bayrou, mais qui heurte les syndicats. La CFDT y voit une attaque déguisée contre le droit au repos et dénonce un retour au musée des horreurs. C'est toujours les mêmes qui trinquent, ou encore les riches vont quitter la France. Quel que soit le côté où l'on se place, la tendance est à l'apitoiement sur son sort. Avec recul, vous les auditeurs de Sud Radio, posons-nous la question sur le compte X. Vous pouvez déjà répondre, vous continuez de répondre et vous allez avoir le résultat. François Bayrou propose-t-il un budget de gauche, centriste, de droite ou, c'est notre petite trouvaille avec Judith, non identifié? Je vous donne une tendance. Vous dites de gauche 27%, centriste 9%. C'est dommage parce qu'il est centriste. De droite 15%. Et Judith, on a gagné avec non identifié 48%. Mais vous continuez, il y a plein de votes. La musique d'X-Files, s'il vous plaît. Sinon, on est avec Pascal Delima, qui est chef économiste chez Business Knowledge Management Consulting. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Bonsoir. Alors Pascal, question simple, réponse courte. La 5e semaine de congé est-elle devenue un luxe que la France ne peut plus se permettre? Oui, je le crois, parce que effectivement, on a un retard de croissance par rapport à nos concurrents directs, parce que le retard de croissance ne se fait pas qu'à partir de politiques publiques, mais se fait par le travail, par la productivité. Alors je dis pas que chaque catégorie professionnelle ne doivent pas s'adapter à cela et que certains, pour des raisons de conditions de travail, ne peuvent pas augmenter leur temps de travail, mais évidemment que le temps de travail est absolument essentiel pour reprendre de la croissance. Pour être à la hauteur. Merci Pascal Delima, vous restez avec nous et vous aussi chers auditrices, chers auditeurs, vous donnez votre avis au 0826 300 300 et puis vous votez à notre question sur X. On revient tout de suite pour le coup de projecteur des vrais voix. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci de nous écouter sur Sud Radio. Non, c'est normal, parce que vous êtes une radio sympa, diversifiée et tout, donc c'est très bien. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et 18h41 sur Sud Radio. Les vraies voix avec nous, Sébastien Ménard et puis Emmanuel Abramovitch, notre duo pour engager le coup de projecteur, Judith. C'est le coup de projecteur du coup. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. On ne gaspille pas l'argent des Français, ce sont les mots du ministre de l'économie ce matin. Dans le même temps, une proposition de la ministre du Travail suscite la controverse. Permettre aux salariés de monétiser leur 5e semaine de congés payés dans l'objectif d'augmenter le temps de travail en France. Une idée qui s'inscrit dans la ligne de François Bayrou pour qui le pays ne produit pas et ne travaille pas assez. L'exécutif envisage d'étendre le dispositif existant sur le rachat des RTT à ce symbole fort du droit du travail. Mais la proposition divise. Certains y voient une incitation masquée à renoncer au repos dans un contexte de pouvoir d'achat tendu. La CFDT, elle, monte au créneau et dénonce une atteinte au droit au congé. Sa secrétaire générale Marie-Lise Léon évoque même un retour au musée des horreurs. Bon, vous l'avez compris, tout le monde se plaint. Nous essayons de trouver une direction à ce budget. Par famille politique, le projet budgétaire de François Bayrou est qualifié de nécessaire pour 90% des sympathisants Renaissance, 81% de ceux DLR, 51% pour ceux du RN, 50% pour ceux des écologistes et des socialistes à 45%, seuls 27% des insoumis le trouvent nécessaire. Vous voyez que c'est très tranché. Posons-nous la question sur le compte X. François Bayrou propose-t-il un budget 1 de gauche, 2 centriste, 3 de droite ou 4, nous avons trouvé non identifié. Et c'est la question qui vous plaît le plus, n'est-ce pas? Ah, on a la musique de X-Files. Oui, c'est la réponse. 49% de ceux qui participent
à la consultation sur le compte X de Sud Radio, pensent que c'est un budget non identifié. 27% de gauche, 15% de droite, 9% du centre. Ça tombe mal, c'est quand même un Premier ministre centriste. Sébastien Ménard, vous avez un truc à dire, hein? Oui, parce qu'en fait, j'aime pas l'appellation non identifié, parce qu'en fait, il est parfaitement identifié, ce budget. C'est un budget attrape-tout. Voilà. L'idée, c'est pareil. Non, mais c'est différent. Non, pardonnez-moi. Non, parce qu'on a parfaitement identifié le mal. Le mal, c'est qu'il n'y a pas de majorité. C'est que vous avez aujourd'hui une majorité plurielle, une majorité de circonstances, avec des gens qui, clairement, aux élections locales comme aux élections départementales, régionales ou nationales, s'opposent, se combattent, pour pas dire se foutent sur la tronche, la plupart du temps, sur les plus gros sujets, en tout cas les sujets qui nous occupent, l'immigration, l'économie, la fiscalité du travail. Ça doit s'appeler centriste, Sébastien. Non, c'est pas centriste. Centriste, ça voudrait dire la synthèse. La personne n'est d'accord. Personne n'est d'accord. Les Renaissance sont pas d'accord avec les LR. Les LR sont évidemment pas d'accord avec les RN. Donc ça n'attrape rien. C'est un attrape-tout. On essaye d'attraper le plus possible. On essaye de gagner du temps. Et on peut pas en vouloir à François Bayrou de vouloir proposer, en tout cas, un chemin pour la France, un chemin plutôt stable. Voilà. C'est, je dirais, la seule chose qu'on peut lui reconnaître, indépendamment de ce budget qui est mal fait, qui est bien fait, qui est pas assez fait ou qui est surfait, c'est que c'est au moins le truc qui permet de passer l'été, qui permet d'aller jusqu'à la mi-septembre, qui permettra peut-être d'aller au-delà d'octobre. Et évidemment, entre maintenant et octobre, on va faire de la popole. Vote le 1er octobre. Voilà, et on est avec Pascal Delima, qui est chef économiste chez BKMC Business Knowledge Management Consulting. Pascal, du coup, pour vous, c'est quoi? C'est un budget plutôt centriste, plutôt non identifié? Qu'est-ce que vous en pensez? Attrape tout. Je dirais un budget avec quelques caractéristiques un peu libérales et conservatrices. Et puis un autre, je dirais plutôt d'un certain héritage de gauche. Je vais m'expliquer rapidement. Sur la partie un peu libérale, on va dire, c'est qu'il y a quand même une priorité absolue à la réduction des dépenses sans redistribution fiscale. Hein. Pas question de taxes Zuckman, de réduction, mais il est plutôt question de réduction des dépenses sociales, donc c'est le premier volet. Il n'y a pas vraiment de réforme sur les niches fiscales. Il n'y a pas grand-chose sur le CIR finalement. Il y a une vision de l'État, un petit peu manager, très dans l'air du temps, très l'efficacité, etc. Un peu très dans l'air du temps Elon Musk, pour exagérer, avec un recentrage quand même sur les fonctions régaliennes, notamment la suppression de 3000 postes dans la fonction publique, la fusion des agences, la transition écologique qui va souffrir, avec des coupes dans l'action culturelle et dans la transition écologique. Et donc, ça fait un petit peu penser à quelque chose d'un peu quand même conservateur. Maintenant, il y a un héritage de gauche, un petit peu, avec une volonté d'égalité, voilà, devant l'effort, un effort collectif sans cibler une seule catégorie de la population. Le refus d'augmenter les impôts est présenté comme un choix d'équité. Alors, j'ai pas dit que c'était vrai, mais c'est présenté comme ça dans la communication publique. Il y a un souci de concertation, on va dire, de légitimation par le débat public. Et puis il y a une posture un peu inspirée du plan et pas vraiment du marché, qui est une posture philosophique où on ne parle pas d'austérité finalement, voilà. Donc oui, c'est un mélange aussi de principes, vous venez de le dire, et aussi adapté à une communication nécessaire. Alors Emmanuel Abramovich, 69% des Français pensent qu'il n'est pas réaliste, hein, selon toujours cette enquête proposée par nos amis du Figaro. Ouais. Bien sûr. De toute façon, François Bayrou est arrivé dans un gouvernement qui est présidé par quelqu'un qui fait du en même temps. Lui, il s'est adapté avec beaucoup d'intelligence et de souplesse, et il nous fait un grand écart extraordinaire entre un petit peu des attentes de droite et beaucoup des attentes de gauche. Mais est-ce que ce n'est pas finalement au mépris des Français dont on devrait s'occuper en priorité? Non, on n'a pas réduit les dépenses relatives au coût de l'immigration, avec tout ce que ça induit, et qui est autant d'argent qui est pris des Français les plus pauvres, qui bénéficient de moins en moins de ce pourquoi ils ont cotisé. Donc ce budget est injuste parce qu'il continue de maltraiter les Français qui ont cotisé au profit de gens qui ne reconnaissent pas notre système démocratique, qui n'apprécient pas notre pays et notre culture, et qui pourtant, sur le budget, pèsent. Alors pour rappel, François Bayrou il nous propose aussi une année blanche, c'est-à-dire repartir en 2026 sur des enveloppes similaires à 2025 pour les budgets des différents ministères, hors budget de la défense. Bon, ça prend pas en compte les prestations sociales et la retraite, mais si tout de même un petit peu, Sébastien Ménard. Oui, ça prend en considération
Je dirais les évolutions démographiques, ça prend en considération, mais je parle sous le contrôle de Monsieur Lima, en partie l'inflation, mais c'est sûr que à périmètre constant, enfin moi je le vois pour les collectivités locales, on nous demande de faire un effort complémentaire de tout ce qu'on a pu faire. Ça a été redit par le Premier ministre. C'est 5,8 milliards. Donc 5,8 milliards, je ne sais pas ce que ça représente pour une ville comme Biarritz, mais c'est quelques centaines de milliers d'euros, peut-être 1 million d'euros de plus d'économie. Donc sur les frais de fonctionnement, ça fait un club sportif exactement, on est déjà à l'os. Donc ça veut dire des manifestations en moins, ça veut dire des centaines de mètres de voirie en moins. Enfin, ça veut dire évidemment moins de services, clairement. Et alors, il y a la vraie question aussi des fonctionnaires. Donc, il y a un fonctionnaire sur 3. Tiens, Monsieur Lima, je vais vous poser la question à vous. Il y a un fonctionnaire sur 3 qui est pas remplacé. On se pose la question de où sont les fonctionnaires qui sont pas remplacés. On espère que c'est pas dans la police et dans la santé. On espère. En fait, moi, personnellement, je le sais pas. Moi, j'aimerais bien qu'on précise ce point-là. Il me paraît absolument essentiel. On sait qu'il y a des fonctions régaliennes qui sont importantes pour l'économie. On sait qu'il y a un multiplicateur économique qui est essentiel et que lorsqu'on cible bien et qu'on économise beaucoup, mais pour mieux dépenser, que certaines fonctions publiques sont essentielles pour la croissance économique. Moi, j'aimerais bien qu'on précise ce point, qu'on soit pas juste à faire de la trésorerie ligne par ligne, tel un Elon Musk dans un tableau Excel complexe où on ne traite pas les problèmes en amont, mais où au contraire on fait des coupes comme ça à droite à gauche, mais qu'on m'explique le levier qualitatif vers où on va réorienter la dépense, parce que bien sûr que les fonctionnaires sont extrêmement utile à la nation. Évidemment. Mais il faut clarifier un peu ce point-là. Et puis il y a aussi cet argent gâché, vous le rappeliez tout à l'heure, Judith Belair, mais quand vous dites les collectivités locales vont avoir moins, s'il y a moins de dépenses pour des dégradations, je ne sais quoi, aussi, la donne change. Comment on fait pour ne pas gâcher? Emmanuel, et puis après Sébastien. Alors effectivement, il y a l'État redistribue de moins en moins d'argent aux collectivités locales, c'est un mouvement engagé depuis de nombreuses années, et paradoxalement, l'État demande de plus en plus d'argent aux collectivités locales ou de faire des économies qu'elles n'ont pas nécessairement les moyens de faire ou qu'elles ne veulent pas le faire parce que ça mécontenterait leurs citoyens qui ont voté pour elles. Donc on a effectivement un budget qui se positionne là plutôt de façon injuste, inéquitable et qui pourtant semble être le parfait grand écart que moi je ne supporte pas. Le grand écart, et je terminerai d'un mot, c'est une position très inconfortable et qui vous expose dangereusement. Sébastien Ménard. Et ce qui me pose le plus de problèmes, c'est qu'encore une fois, on parlait finalement du travail. Donc là, l'idée, c'est de troquer peut-être ces 2 jours fériés contre une semaine de congé payé qui serait une semaine travaillée payée par l'employeur que je peux être. Mais il y a un truc qui me gêne, c'est qu'encore une fois, on s'intéresse aux 4 Français sur 10 qui bossent et qui payent. Parce que les vrais chiffres, c'est ça. Vous avez 4 Français sur 10 qui bossent et qui payent. Vous en avez 6 autres. Et les 6 autres, hein. Je ne dis pas que on me prendra pas ici à revers en disant j'ai dit qu'il y a des gens qui foutent rien, etc. Je dis simplement qu'il y en a 4 qui travaillent et qui payent. Il faut qu'il y ait. Et aujourd'hui, on s'adresse encore à qui? Pour faire un effort. On leur demande de travailler plus. Évidemment, on va pas lever plus d'impôts parce qu'on est arrivé à un niveau totalement stratosphérique. Mais aujourd'hui, faisons travailler plus de monde. Il faut qu'on passe de 4 à 6 personnes qui bossent pour 4 qui bossent pas. Voilà le vrai sujet. Merci à vous tous. Désolé, on est obligé de rendre l'antenne, mon cher Emmanuel. Merci Pascal Delima. Je rappelle que vous êtes chef économiste chez BKMC Business Knowledge Management Consulting. Merci pour votre témoignage aujourd'hui. Merci Sébastien Ménard. Merci beaucoup. Vous êtes entrepreneur dans la food tech et patron de Presse Libre. C'est ça. On espère vous revoir quand même. Quand vous voulez. Vous voulez, hein. Il suffit juste de m'inviter. Voilà. Bon, très bien. Frédéric. Très bien. Bah oui, mais le message est passé. Dans un instant, Judith, on vous retrouve. Au revoir à Emmanuel Abramovic. Non, mais on lui dit pas au revoir, Emmanuel. Il est toujours là. Secrétaire général du BNVCA, Bureau de vigilance contre l'antisémitisme et président de l'association Ben Gurion. Merci d'être venu partager avec nous aujourd'hui. Vous prononcez Ben Gurion, donc c'est la bonne prononciation, hein, parce que tout à l'heure j'ai dit Ben Gurion. Ça dépend si vous parlez avec quel accent vous prenez. Bah le français, c'est pour ça. Mais je vous suis. Moi, j'ai une petite déformation, moi. Voilà, vous avez envie de m'afficher devant tous les auditeurs. Non, justement, je me demande exactement quel est le bon. Ben Gurion dans ma bouche. D'accord, très bien. Dans un instant, on vous retrouve, Judith. Tout à fait. Vous allez nous faire les vraies voies de l'innovation, spécial objet connecté. Oui, tout à fait. On va notamment parler des drones. Des drones qui transportent des organes, des choses incroyables. Je vais vous écouter dans la voiture. Ah, j'aime bien. Je vous dirai si c'était bien. Ah, j'espère bien.
Bon, bah, je vous embrasse tous, merci. Puis restez avec moi, les auditrices, les auditeurs, hein, parce que tout de suite, d'abord, on retrouve les incontournables de la gestion de patrimoine avec Thomas Binet. Puis juste après, c'est moi. À tout de suite. Alta Profit.